Bonjour à tous. Vous savez, il y a des moments où on n'arrive pas à mettre des mots sur une frustration, sur une angoisse. Et c'est là que le corps prend le relais. Il a son propre langage, un langage parfois extrême, un peu déroutant. Aujourd'hui, on va décoder ensemble deux de ces expressions les plus fortes, la tétanie et la spasmophilie. Et si tout ça c'était un message? C'est vraiment la question qui va nous guider, parce que derrière ces symptômes physiques qui peuvent faire peur, se cache bien souvent quelque chose de profond, une émotion qui n'a pas trouvé d'autre chemin pour se faire entendre. Tout commence souvent par ce geste, un geste presque symbolique, une contraction qu'on ne contrôle pas. La main, notre outil pour agir sur le monde, qui tout à coup se referme sur elle-même. Et le pouce, qui symbolise notre jeu, notre individualité, il se replie, comme pour se cacher. C'est notre point de départ. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Dans cette première partie, on va essayer de décrypter ce que le corps nous dit très précisément pendant une crise de tétanie. Alors d'un point de vue clinique, la tétanie, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une réaction physique très claire, une hyperexcitabilité neuromusculaire. En gros, les nerfs s'emballent, les muscles se contractent de manière intense. Et ce qui est intéressant, c'est que les sources nous disent que le déclencheur, c'est souvent une contrariété, une situation qui nous heurte, qui nous bloque. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand on va au-delà du physique. Cette crise, elle a une signification symbolique très forte. Ce n'est pas juste un spasme, c'est un besoin de fuite, comme le pouce qui se cache pour s'isoler. C'est la réaction à un sentiment d'oppression, quand on se sent complètement coincé. Et puis surtout, c'est l'explosion de tout ce qu'on a gardé à l'intérieur. La colère, les frustrations, toute cette agressivité accumulée. C'est cette envie folle de tout envoyer balader, mais qui est paralysée, bloquée par la peur de ce qui pourrait arriver après. D'accord, donc une crise de tétanie, c'est un événement ponctuel, une explosion. Mais pour qu'une explosion se produise, il faut bien qu'il y ait un terrain fertile, une accumulation de quelque chose, n'est-ce pas? C'est ce qu'on va voir maintenant. Eh bien ce terrain, ce terreau sur lequel les crises peuvent éclater, ça porte un nom, la spasmophilie. C'est elle qui, en quelque sorte, prépare le décor pour ces explosions à la fois émotionnelles et physiques. Attention, la spasmophilie, ce n'est pas la crise elle-même. Non, c'est un état de fond, une sensibilité permanente, une hyperexcitabilité constante. Et les sources sont très claires là-dessus. Cet état est en fait le miroir physique d'un sentiment profond, viscéral, de grande insécurité intérieure. Et cette insécurité, comment elle se manifeste au quotidien? Eh bien, il y a cette tendance à tout voir comme un drame, à vivre dans une appréhension constante, ce qui rend la détente quasi impossible. Il y a aussi souvent une perte de repères, des questions existentielles. Quelle est ma place? Où est-ce que je vais? Et puis surtout, une vraie déconnexion de soi, de ses propres besoins, qui mène à un manque d'amour de soi. Et une fois de plus, le corps devient le porte-parole de tout ce qui n'arrive pas à être dit. D'accord, mais alors, comment ça marche concrètement? Comment une émotion, une angoisse, peut-elle se transformer en un symptôme physique aussi parlant? C'est cette mécanique de traduction qu'on va regarder de plus près. Cette citation, elle résume tout, en fait. Le syndrome n'est pas l'ennemi, c'est un messager. Il donne une forme, une voix à tout ce qui a été mis sous silence, parfois pendant des années et des années. Et ce qui est incroyable, c'est la précision de ce langage corporel. C'est presque un dictionnaire émotions-symptômes. Par exemple, la peur panique de perdre quelqu'un qu'on aime peut se traduire par un spasme, comme si le corps tentait désespérément de retenir cet amour. L'accumulation de petites frustrations, de petits irritants au quotidien, ça devient ce fameux nœud de souffrance dans les muscles. Et quand le conflit intérieur devient insoutenable, ça peut même aller jusqu'aux convulsions, cette perte totale de contrôle qui exprime une agitation extrême. Alors face à ce langage si puissant, la question qu'on se pose tous c'est, d'accord, le corps parle, il crie même, mais comment on lui répond? Si le corps hurle parce que la bouche reste muette, est-ce que la solution ne serait pas, tout simplement, d'apprendre à parler sa propre langue émotionnelle? C'est là qu'on arrive au cœur de la solution. L'idée, ce n'est plus de se battre contre son corps ou d'essayer de le faire taire. Non, la stratégie change complètement. On va chercher à lui donner les mots dont il a besoin pour qu'il n'ait plus à crier. C'est ça, le chemin vers l'apaisement. Alors, comment on fait? Les sources nous donnent plusieurs pistes, une sorte de feuille de route. La première étape, c'est de cesser d'entretenir les drames, de faire de la place pour la nouveauté. La deuxième, et elle est fondamentale, accepter d'extérioriser, apprendre à mettre des mots sur ce qu'on ressent. La troisième, c'est de se reconnecter à soi, de s'accorder des douceurs, de goûter la vie à nouveau. Et enfin, apprendre à respirer, à se détacher sainement pour mieux conserver les liens, plutôt que de s'y crisper par peur de tout perdre. Et voilà, on touche à la véritable clé. Le but du jeu, ce n'est pas de supprimer le symptôme, de bâillonner le corps, non, c'est de comprendre son message et d'y répondre de la bonne manière, avec des mots, avec des actions, jusqu'à ce que le corps n'ait tout simplement plus besoin d'utiliser ce langage d'urgence. Et pour finir, on vous laisse avec cette question pour une réflexion plus personnelle. Si on prenait le temps d'écouter, mais d'écouter vraiment,
Au-delà de la douleur ou de l'inconfort, quelle est la conversation que notre corps essaye, peut-être depuis très longtemps, d'entamer avec nous? Merci de nous avoir écoutés.